Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Alors, ça se passe chez vous durant le temps des fêtes. On a rajouté un petit bout. On vous a concocté une émission spéciale où vous pourrez connaître plusieurs des activités qui vont se passer dans Charlevoix, intérieur, extérieur, pour avoir vraiment occupé vos vacances et avoir du plaisir aussi. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là. Bon, c'est sûr qu'on prend, à cause des normes sanitaires, on a décidé de garder les masques, mais on devrait bien nous entendre quand même. Alors, notre premier invité, c'est Antoine Suzard-Fortier, directeur de la Coop de l'Arbre. Bienvenue, Antoine. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Et d'entrée de jeu, on va, dans le fond, Antoine va nous présenter le petit thé forestier qu'on a chacun dans nos contenants ici. On va y goûter aussi d'ailleurs, parce qu'Antoine va nous parler de la forêt gourmande. Oui. Oui, ben justement, le thé que je vous ai servi tout à l'heure, puis que vous pouvez déguster à l'instant, vous allez retrouver trois saveurs. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se risquer pour découvrir de quoi il s'agit. Du sapin? Oui, c'est ça. Ah, Il y avait le comme un sapin. Le Ouais. sapin, tout à fait, qui est au fond une aromate de notre forêt qu'on connaît depuis longtemps, donc le sapin baumier. Et il y a peut-être un élément sucré qui fait aussi partie de notre culture depuis longtemps. Le miel? Ça ressemble au miel, mais c'est pas du miel. Le sirop d'érable? Le sirop d'érable. Et le troisième élément, il va être plus difficile à identifier, donc je vais vous en parler, c'est au fond le thé des bois. Donc, Forêt Gourmande a décidé finalement, avec la Coop de l'Arbre, de créer un projet de mise en valeur des produits forestiers gourmands de la forêt de Charlevoix. Donc, c'est ce qu'on fait via les cueillettes sauvages, justement, de ces différentes plantes comestibles, de ces pousses de sapin, puisque vous avez comme extrait aujourd'hui dans votre thé, donc ces trois plantes bien connues, sirop d'érable avec le sapin et une petite nouvelle qui est le thé des bois. Puis ça permet donc de faire une tisane qui est directement 100% issue de la forêt de Charlevoix, puis cueillie dans un rayon de quelques kilomètres, donc on n'est plus dans l'achat local, on est dans l'ultra local. Oui, absolument. Et dis-moi, Antoine, à quel endroit est-ce qu'on peut déguster cette tisane-là? Puis j'imagine que vous avez d'autres produits aussi, achetez vos produits. Oui, exact. Donc, Forêt Gourmande, c'est un projet de la Coop de l'Arbre qu'on a initié il y a même pas un an, en pleine pandémie, le 1er janvier 2021. Vous êtes Et créatif. ouais. Et finalement, la conjoncture a quand même servi le projet dans le sens que, étant donné que Forêt Gourmande, c'est un café-boutique qui est situé au pied des pentes du massif, c'est une activité qui est donc extérieure, dans un endroit qui, lui, est toujours ouvert, était même ouvert pendant les périodes pandémiques. Et donc, à ce moment-là, ben, on met en valeur 25 produits, 25 plantes, épices boréales, champignons forestiers, petits fruits de la forêt, produits plus sucrés. Et on les met en valeur via un café où on prépare différents expressos, des lattés à l'érable, des trucs, mais qui sont vraiment originaux à partir de nos cueillettes. Et avec un menu aussi qu'on concocte avec les Faux Bergers, un restaurant de Baie-Saint-Paul, à qui on amène nos produits, puis qui ils vont être capables de faire différents mets, des crèmes de Ils chaga. préparent, dans le fond, des produits, mais des mets aussi pour le café boutique. Oui, donc au Café Boutique, c'est vraiment un menu axé sur les boissons forestières avec quelques mets qui sont aussi faits avec des ingrédients forestiers. Puis je prends comme exemple la crème de chaga des Faux Bergers. Ça, c'est quelque chose de méconnu, mais d'ultra onctueux, ultra savoureux. Le chaga qui est un champignon qui pousse beaucoup sur les bouleaux blancs, puis qui est assez prisé dans les univers un petit peu plus de médecine alternative et au niveau gustatif qui est fort intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que, entre autres, les Faux Bergers vont faire. C'est très intéressant. Puis parlant de boulot, je pense que vous faites un sirop quand même spécial, un sirop d'érable. Oui, oui, l'année passée. Mais c'est plus proche du vinaigre balsamique. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Ben, au fond, on connaît bien le sirop d'érable comme un produit très, très sucré. Au fond, le processus pour faire du sirop de bouleau blanc, c'est le même que du sirop d'érable. Et ça donne vraiment un sirop qui est plus aigre-doux, un peu style asiatique. Hein. On voit plus ça dans la culture asiatique, donc le côté aigre-doux dans les sauces.
Et ça nous ramène en effet un peu plus proche, là, vinaigre balsamique, mélasse. Ça va vraiment donner une touche très particulière et très intéressante au mets. Ça peut être tout simplement un filet qu'on dépose sur des pétoncles ou quand on fait un filet de porc, ou pour les végétariens dans des salades, etc. Il y a plein d'applications. Alors, c'est très intéressant, mais veux-tu nous dire à quel endroit on peut acquérir en terminant ces produits-là? Donc, au pied des pentes du massif, vous connaissez, il y a le chalet de la base et on est directement installé adjacent donc, au chalet de la base. Forêt Gourmande est ouvert du vendredi au dimanche et tous les jours pendant les fêtes, pendant les jours fériés, pendant la relâche. Et ça, c'est pour la saison hivernale. Donc, on peut découvrir le café, on peut découvrir la boutique. Donc, tous ces produits-là sont aussi mis en marché sous format de coffrets ou de produits individuels. Et on fait des visites guidées interprétatives, été comme hiver, où on amène les gens en forêt, découvrir les produits. On montre aussi comment faire le pain bannique autochtone à partir d'ingrédients de la forêt qu'on a mis en valeur. Donc, on aura dans le fond, à l'écran, on pourra voir, dans le fond, les coordonnées de la coop de l'arbre. Les gens peuvent aller s'informer et puis réserver pour une visite. On peut vous téléphoner aussi. Alors, bien, je te remercie beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir, merci. Très gentil et très intéressant. Je vais regoûter à ça, tiens, avant de parler à Julia. C'est vraiment délicieux. Je vous encourage à aller au café boutique, déguster ces breuvages vraiment, on va dire exotiques, même si c'est c'est froid. Bonjour, Julia Caron-Guillemette, conservatrice et éducatrice au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Exactement. Bon, bien, bienvenue. C'est conservatrice, éducatrice. Ça consiste en quoi ton travail? En fait, mon travail est divisé en plusieurs parties. Il y a une section dans laquelle je m'occupe des œuvres du musée. Donc, chaque musée possède sa collection d'objets. Nous, c'est des œuvres d'art contemporaines principalement. Donc, il y a le côté acquisition. Donc, il y a des donateurs qui vont nous offrir des œuvres. C'est à moi de m'occuper de ces donations-là, de m'occuper également que les œuvres sont bien conservées, qu'elles sont dans un état, dans un milieu qui est, disons, optimal pour la conservation. Mais il y a aussi le volet éducation, plus ce qu'on va considérer comme de la médiation, en fait, en musée, c'est-à-dire toutes les activités qu'un musée offre, que ce soit l'organisation de conférences, d'activités pour le grand public, pour la famille, mais aussi l'organisation de visites scolaires. Entre autres, même c'est moi qui vais faire l'animation de ces visites-là et même parfois on va aller dans les écoles, entre autres dans les services de garde pour offrir des activités, donc diffuser notre collection. Justement, parlons des activités qu'il y aura au musée durant la période, dans le fond, de Noël, les vacances, et bien sûrement après aussi, que ça continue un peu. Oui, tout à fait. On a préparé, en fait, 3 activités, 2 qui auront lieu sur toute la période des fêtes, donc du 18 décembre, donc 2 qui sont déjà commencées depuis samedi dernier et qui auront lieu jusqu'au 9 janvier prochain. Donc, la première activité, c'est une enquête de Noël. C'est plus pour les familles. On invite en fait les jeunes à trouver les lutins qui se sont échappés dans le musée. On connaît les lutins qui veulent nous jouer des tours, donc il faut bien les rattraper avant qu'ils abîment une œuvre d'art. On comprend que ce serait très malencontreux. Donc, c'est vraiment une activité qui est tout à fait autonome. Les indices sont déjà installés dans le musée et les gens peuvent se balader d'un indice à l'autre pour trouver les lutins. Et la deuxième... Clémence, ça va être une activité à faire en famille qui serait intéressante. Oui, hein? Vraiment. La deuxième activité, donc, est aussi bonne pour la famille, mais je pense qu'elle est bonne pour tout public qui aurait envie de se laisser aller un peu la créativité avec de l'origami du temps des fêtes. Moi-même, j'ai découvert ce loisir à l'occasion de la création de l'activité. Il va y avoir 3 modèles qu'on va pouvoir faire, soit la botte de Père Noël qu'on voit ici, un petit sapin
hein, qu'il faut bien prendre le temps de placer. Et, et le Père Noël lui-même qu'on va pouvoir faire. Donc, même possiblement, si ça vous tente de les accrocher dans votre sapin, après, ça peut faire de beaux souvenirs. Donc, ça, c'est vraiment tout à fait autonome. Les gens viennent, il y a des modèles, justement, avec les instructions sur une table. On fait ça à son rythme, tout simplement. Et la dernière activité, c'est un peu plus ponctuel. En fait, le 29 décembre prochain, on va avoir François Lapointe, qui est membre du Cercle des conteurs du Québec et qui va venir nous faire une heure de conte du temps des fêtes. Donc, nous mettre dans l'ambiance, disons, ou nous poursuivre l'ambiance du temps des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Dis-moi, Julia, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, dans le fond, sur Internet, là, est-ce que ça peut être virtuel, les activités, ou il faut se rendre absolument au musée? C'est vraiment des activités en présentiel, donc qu'on vient au musée. En même temps, ça nous permet de profiter des expositions qu'on a en ce moment, donc une exposition temporaire et une exposition permanente. Donc, on peut faire, par exemple, les deux activités qu'on peut faire de façon autonome. Ça se fait très bien, ça se joint très bien avec une visite au musée. Et toute la famille peut venir. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu? Est-ce qu'il y a des coûts à toutes ces activités-là? En fait, les activités sont incluses dans le prix du billet de l'entrée du musée, qui est à 5 $ pour les résidents de la MRC de Charlevoix. Alors, c'est vraiment pas coûteux. Exactement. Puis pour les enfants de moins de 12 ans, c'est même gratuit. Donc, ça vous offre une belle activité à faire en famille. Bien, merci beaucoup. Et puis, si on veut plus d'informations, bien sûr, on va sur Internet, Facebook. Et comme ça, on s'assure qu'on a les heures et puis les activités auxquelles on veut participer. Bien, merci beaucoup, Julia. Merci. Alors, on enchaîne avec Agnès Garneau. Bonjour, Agnès. Merci, Qu'on décrit comme une lectrice assidue et bénévole à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Alors, tu es impliquée dans le club de lecture. Également, tu t'es impliquée dans le sentier littéraire au fil des mots que Fanny Dubois est venue nous présenter au début de la saison. Alors, tu fais beaucoup quand même d'activités en lien. Tu es à la retraite. Oui. Alors, souvent, on fait des activités en lien avec ce qu'on aime. Alors, tu es souvent à la bibliothèque, tu donnes beaucoup de temps. Oui, bien, il y a toutes sortes de projets. Moi, j'aime bien rendre la littérature accessible. Donc, j'aime présenter toutes sortes de littérature pour intéresser le plus possible les gens à cet art. Donc, il y a toutes sortes de projets. Là. Il y en a à venir encore. OK. C'est important pour toi que les gens, tu puisses communiquer, dans le fond, ta passion aux gens pour la littérature. Oui, c'est tellement silencieux un livre, hein, à moins qu'on l'anime. Donc, c'est ça. Alors, c'est justement ce qu'on va faire. Tu nous proposes 4 livres et durant la période des fêtes, qui sont disponibles aussi dans nos bibliothèques. Oui, il y en a un qui n'est pas à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, mais on m'a dit qu'on le commanderait. Donc, le premier dont je vais vous parler. Mais les autres sont vraiment pris à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Pour les autres bibliothèques, je ne peux pas dire. Oui, c'est ça. Puis maintenant, dans le fond, avec le réseau des biblios, vous pouvez aller consulter Internet et il y a un prêt de livres entre les différentes bibliothèques. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Alors, tu nous présentes, dans le fond, ton premier livre dont le nom est Haute démolition. C'est un livre d'un Québécois, Jean-Philippe Barry-Guérard. Est-ce que tu sais qu'il vient de Plessisville? Je viens de Plessisville. Je suis bien fière. Je vais sûrement lire ça. Oui, très, très bon livre. Ce que j'ai vu, c'est tout du bon monde à Plessisville. Alors, tu nous parles de ce livre-là. Tu vas nous le montrer à l'écran aussi. Oui, enfin, Haute démolition, ça se passe dans le milieu de l'humour au Québec. En fait, c'est l'histoire de Raphaël, qui est issu de l'École nationale de l'humour et puis qui prend tranquillement place dans sa carrière. Donc, on suit l'évolution du personnage et de ses amis qui sont aussi souvent des compétiteurs. Donc, on a connaissance peut-être de l'arrière-plan de ce que nous, on peut voir comme public. C'est très, très actuel. Le livre est sorti en 2021. On a vraiment l'impression de connaître le milieu de l'humour québécois en lisant ça. C'est un peu cruel par moments. C'est aussi l'ère de MeToo. Alors, tout ça traverse
le livre. Très, très intéressant, je vous le recommande. Et les autres œuvres du même auteur, qui est tout jeune, dans la trentaine. Voilà. Bon, Haute démolition de Jean-Philippe Barry-Guérard. Normalement, on le passerait à tout le monde, mais étant donné qu'il y a des contraintes sanitaires. Le deuxième livre que tu nous présentes, c'est Ces enfants de ma vie, de Gabrielle Roy, qui est une Canadienne qui est née au Manitoba. Oui, dont la plupart des œuvres ont été publiées au Québec. Donc, souvent, on pense que c'est une écrivaine québécoise, mais elle est franco-manitobaine. Elle a écrit, sur ce que j'ai lu, en fait, la plupart de ses romans, Petite rivière Saint-François. Ça serait le dernier roman qu'elle aurait écrit qui aurait été publié de son vivant. Il y a eu des œuvres posthumes, mais ce livre-là est paru en 1977. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que ça... Parmi les derniers qu'elle a écrits, mais en même temps, ça raconte les débuts de sa vie d'adulte, alors qu'elle était institutrice en campagne au Manitoba. Et elle fait le portrait de 6 enfants qu'elle semble avoir beaucoup aimés. Les enfants ont tous des traits particuliers. Elle s'attache à ces enfants-là, elle rencontre la famille. C'est fait avec beaucoup d'humanité, avec... beaucoup de compréhension des difficultés que ces jeunes-là vivent parce que beaucoup sont issus de l'immigration. C'est un milieu rural difficile. Elle est une très jeune institutrice. Donc, c'est très, très touchant. Ben, écoute, c'est fabuleux parce qu'à Petite-Rivière, pas très loin d'où vous avez votre café-boutique, il y avait justement Gabrielle Leroy allait passer tous ses étés. Il y a son chalet qui est là, qui, je pense, va devenir un centre d'interprétation. Alors, c'est intéressant de lire ses livres, puis on peut faire le lien après en allant visiter. Bien, merci beaucoup. On y va avec un troisième. Ça, c'est plutôt, tu nous proposes la série Kurt Wallander, et c'est de Henning Mankell. C'est un Suédois. Oui, alors, je n'étais pas capable de trancher. Moi, je suis une amatrice de romans policiers aussi. Les polars suédois sont reconnus à travers le monde. J'ai pris le classique du classique, là, vraiment. Kurt Wallander, ben, c'est un enquêteur qui est dans une petite ville de la Suède. Et j'aime bien le personnage, la façon dont Mankell le décrit. Ça varie au fil des romans. Donc, le premier, il y a 12 romans des enquêtes de Kurt Wallander. C'est vraiment une grande série. Une grande série. Ben oui. Ça, c'est le premier. C'est sûr qu'on peut les lire dans le désordre, il n'y a aucun problème. Chaque histoire, évidemment, ce sont des enquêtes sur des crimes graves, et en général des meurtres. Donc, on peut lire chaque histoire de façon séparée, mais c'est intéressant de passer au travers de la série parce que l'auteur met beaucoup d'applications à décrire le personnage, le milieu social qui est là, les collègues. Donc, il y a toujours quelque chose qui se développe en trame de fond d'un roman à l'autre. Et comme le personnage a l'âge de l'auteur, on voit bien que la vie a traversé le personnage aussi, jusqu'à la toute fin, où est-ce que malheureusement le personnage a une fin un petit peu difficile. Mais je ne peux pas vous le dire. C'est bien. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cet auteur-là? Non? Ah ben c'est bien, ça va être de faire découvrir à tout le monde. Je pensais que tout le monde, ouais, c'était... Ah ben tu vois, tu nous fais découvrir quelque chose. Mais Mankell a fait une autre série de livres aussi qui sont indépendants les uns des autres. Donc, les enquêtes de Kurt Wallander, c'est toujours écrit là, sur le titre. Là. Donc, si on veut suivre ce filon-là, puis je vous encourage à le faire, bien, c'est de vérifier là, que c'est bien l'enquête de Kurt Wallander. Bon, une belle proposition pour ceux qui aiment les romans policiers. Alors, tu as un dernier livre, c'est 15 femmes qui ont fait l'histoire du Québec. Et l'auteur, c'est une dame qui s'appelle Catherine Ferland, c'est une historienne québécoise. Oui, alors là, on change de créneau complètement. On quitte la littérature pour tomber dans la culture au sens très large. Donc, Catherine Ferland nous présente 15 femmes de toutes sortes de domaines, de toutes sortes d'époques, qui sont allées au bout
en tout cas au moins d'un de leur talent chacune. Donc, on a une sportive, on a des gens des arts de la scène, comme Alice Roby, comme Pauline Julien, il y a aussi La Poune. Il y a des scientifiques, il y a... je pense que c'est Gisèle Lamoureux, la botaniste, là, qui a fait la série Fleur-Bec. Il y a la première femme dentiste au Québec. Il y a une astrophysicienne. Il y a la première cardiologue du Québec. Il y a des gens issus du milieu social, là, des gens qui ont fait beaucoup de militantisme pour la cause des femmes. C'est intéressant parce que ce n'est pas nécessairement des gens connus, donc ça va nous faire découvrir des personnes qui ont changé, dans le fond, peut-être l'histoire du Québec, ou en tout cas, qui ont aidé certaines personnes. Il y a des journalistes, enfin, c'est ça. Le livre semble avoir été écrit pour les enfants. D'après le style d'illustration, mais moi, je vais vous dire, j'ai trouvé un grand plaisir à le lire. Ce sont de courtes biographies, 5 à 6 pages par personne, et c'est toujours bien situé dans l'époque. On voit les défis des pandémies, les défis des obstacles culturels. Enfin, c'est très intéressant. Si on préfère l'histoire courte, ben, c'est peut-être une bonne suggestion. Alors, je te remercie. Ça me fait plaisir. Agnès. Et maintenant, on passe à Clémence. Clémence Gagnon, qui va nous présenter aussi 4 livres. Clémence, je sais que tu es une grande lectrice. Tu lis beaucoup. Est-ce que tu lis plusieurs fois par jour? Oui, je lis le matin, le soir et des fois le midi. Oh, alors tu aimes ça vraiment beaucoup, la lecture. Oui. Et toi, ben, je vais poser une question de ma tante, comme dans le temps des fêtes. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Et tu es en quelle année? 5e année. 5e année, bon. Alors ça nous situe un petit peu aussi par rapport au livre que tu vas présenter. Dans le fond, si on y va avec ton premier livre, c'est L'Agent Jean de Alex A. Je pense que ça, c'est très populaire. Oui. Oui, tu veux nous en parler un peu? Oui, il y a beaucoup d'action dans ce livre-là. Puis les personnages sont vraiment surprenants. C'est un livre humoristique. Puis l'agent Jean qui est ici, c'est un chevreuil et c'est le personnage principal du livre. OK. Alors, ben, c'est très original. Et je crois qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs. Hein? L'Agent Jean, c'est toute une collection. Puis il y a un dessin animé aussi à Radio-Canada. Il y a des émissions aussi. Un autre poste de TVCO, mais je me permets quand même de le souligner. Et dis-moi, c'est pour quel âge? On a voulu, avec Clémence, situer, c'était pour les enfants de quel âge? C'est pour les 8 à 14 ans. OK, bon, alors c'est ça. Puis je pense que, bon, on est toujours, les parents peuvent regarder aussi le livre puis se dire, est-ce que, bon, mon enfant a 6 ans, est-ce qu'il peut le lire aussi? Donc, c'est ça, c'est toujours une question de jugement. On y va? J'avais fait ça. Est-ce que c'est une bande dessinée? Oui. OK. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Deuxième livre, c'est Gabriel le lutin de Anton Krings. C'est Gabriel le lutin de Noël, excuse-moi, je n'ai pas dit le titre comme il faut. Alors, tu veux nous en parler? L'histoire, c'est qu'un lutin veut devenir, le lutin Gabriel veut devenir le Père Noël. Oui. Puis le Père Noël, il y a un petit problème avec ça. Oui, on se Puis il se passe tout plein de petites actions puis de petits problèmes dans l'histoire. C'est vraiment amusant. OK, bon, ben c'est intéressant. Puis ça, c'est pour quel âge? Moi, je dirais de 3 à 6 ans. 3 à 6 ans, ah ben c'est bien, hein? Il y a plusieurs enfants qui vont pouvoir lire les livres que tu présentes. Alors, le 3e livre, c'est Azuro et le défi du Père Noël. On est vraiment dans Noël, là. Et c'est Laurent et Olivier Souillé. Oui. Alors, de quoi ça parle, Azuro? Azuro, c'est le dragon bleu, ici, et c'est le personnage principal du livre. C'est que le Père Noël a encore un problème, puis il a besoin d'aide, puis il va avoir plein d'actions dans le livre pour essayer de régler le problème. Moi, j'ai 11 ans, puis j'ai vraiment aimé le livre, même si il est pas on est plus jeune. Puis les dessins sont vraiment très beaux. Tu veux nous les montrer, les dessins à l'intérieur? Effectivement, c'est beau, les dragons. Ah, mon Dieu, c'est ça. Alors ça, c'est toute la fabrique du Père Noël. C'est vraiment des belles images. Ouais, c'est bien.
Et donc, on va y aller avec ton 4e livre, qui est ton choix personnel. Alors, c'est L'étrange Noël de Vermine, et c'est de l'auteur, c'est Émilie Pépin. Qu'est-ce que c'est ça, ton choix? Pourquoi tu l'as choisi? Mais c'est surtout parce que c'est une histoire dont tu es le héros, parce que tu peux relire l'histoire plusieurs fois et faut changer l'histoire. Ah, d'accord. Comment on fait ça? Ben, tu as plusieurs choix. Alors, en bas d'une page, tu peux choisir d'aller à une place ou à une autre. Tu peux choisir puis aller à la page qui te disent d'aller. Oui, tu veux nous montrer aussi à l'intérieur? Donc, ça veut dire que tu peux relire le livre plusieurs fois et tu peux, dans le fond, là, te faire plusieurs histoires. Ah, c'est très joli. Très, très joli. Quel âge? Ça serait pour les 6 à 8 ans. C'est bien. Alors, il y a toute une panoplie que tu nous as présentée. Bien, merci. Merci beaucoup, Clémence. Je te souhaite bonne lecture. Comme je sais que tu lis souvent, ça va être bien. Moi, je vais vous donner l'horaire des bibliothèques rapidement. Alors, aux éboulements, actuellement, la bibliothèque est fermée, mais elle ouvre à partir du 9 janvier. À Petite-Rivière, ce sera ouvert durant la période des fêtes, lundi et mercredi, de 18h à 19h30. À Baie-Saint-Paul, c'est actuellement fermé et ça ouvre le 4 janvier. À Saint-Hilarion, ce sera ouvert les 22 et 29 décembre. À Saint-Urbain, 21, 22 décembre et 4 et 5 janvier. À l'île aux Coudres, c'est fermé actuellement. Ça ouvre le 8 janvier. Et je dois vous mentionner qu'actuellement, il y a des liseuses électroniques dans les bibliothèques. C'est un nouvel équipement qu'ont les bibliothèques. Et ça vous permet, dans le fond, c'est un peu comme c'est un écran sur lequel vous pouvez lire un livre. On appelle ça des véritables bibliothèques portatives. Alors, vous pourrez, lorsque vous irez à la bibliothèque, emprunter la liseuse. Et ça, c'est grâce au gouvernement du Québec et également à l'entente culturelle de la MRC de Charlevoix, que ces liseuses sont disponibles. Alors, je vous remercie beaucoup de ces propositions. Et nous, on va aller à la pause. On va pouvoir goûter à nos cupcakes fabriqués par le Mousse Café. Et après la pause, on a Marc-Olivier Bouchard de la ville de Baie-Saint-Paul et Élisabeth Paillard de TVCO qui vont nous offrir d'autres belles activités à faire. Alors, on est de retour à Ça se passe chez vous durant la période des fêtes. Alors, on accueille Marc-Olivier Bouchard. Marc-Olivier, toi, tu es animateur loisirs et culture à la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Responsable de l'aréna et des camps de jour. Ah, OK. Ça, c'est ton travail. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu t'occupes? Je participe aux fêtes nationales, fêtes hivernales, ces choses-là. Mais mes principaux mandats, c'est vraiment l'aréna, l'animation de l'aréna Lucky Marie-Claude, puis l'animation du camp de jour l'été. OK. Alors, c'est ça, aujourd'hui, on a voulu parler des activités dans les équipements supralocaux, ça veut dire les équipements où tout le monde, la MRC, peuvent aller. C'est sûr qu'il y a des équipements dans chacune des municipalités. Vous regardez sur les sites Internet des municipalités et vous voyez quelles sont ces activités. Et c'est quoi les équipements aussi? Quels sont les équipements qui sont disponibles? Marc-Olivier, si on parle ici à Baie-Saint-Paul, alors quelles sont les activités que les gens peuvent faire? Là, on parle de l'aréna, on parle de la piscine, différentes choses. On a également sentier de glace, patinoire extérieur au centre éducatif Saint-Aubin, qui ont été très prisés l'hiver dernier avec la situation qu'on a connue, puis qui devraient être autant occupés cet hiver, on l'espère, malgré que maintenant les lieux intérieurs sont accessibles au public. Mais principalement, c'est ça, c'est aréna pour le patinage libre, hockey libre durant la période des fêtes, la piscine pour les périodes d'entraînement et les bains libres, puis la patinoire extérieure, du hockey libre, du patinage également, et le sentier de glace pour profiter du plein air et tourner sur notre bel anneau de glace. Ah bien, c'est superbe. Dis-moi, est-ce qu'il y a des horaires, est-ce qu'il y a des réservations à faire pour toutes ces activités-là? Ça dépend des secteurs. Les horaires sont tous dans la programmation des fêtes qui va être disponible sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul dans une section dédiée pour les activités des fêtes.
Donc, il va y avoir de la réservation pour les activités à l'aréna, donc pour le hockey et le patinage libre, et pour les activités à la piscine, donc bain libre et période d'entraînement. Par contre, les activités extérieures, à l'heure actuelle, c'est en libre service, il n'y a pas de réservation. Par contre, on a des capacités limitées pour nos chalets. Il va y avoir l'affichage adéquat là, pour mentionner c'est quoi les capacités maximum pour les chalets pour mettre ses patins. OK, bon, ben c'est parfait. Puis, il y a aussi, ben toi, dans ton titre, tu as loisirs et culture. Alors, il y a le carrefour Paul Médéric, où on peut aussi faire des activités. Oui, bien exactement. Le carrefour qui va être ouvert du jeudi au dimanche durant le temps des fêtes, de 17 à 17 heures, avec les expositions d'hiver qui vont être disponibles. Puis ma collègue Fanny Dubois, qui s'occupe du carrefour, a également préparé la balade de Noël avec la légende des Bonne-Pieds, qui est un parcours ludique dans la ville de Baie-Saint-Paul à la découverte d'histoires. Et une fois rendu à la maison, vous avez récolté des codes QR pour accéder à des activités à faire à la maison avec la famille. Bien sûr, bien sûr. Alors, ben on s'informe en allant sur le site, comme tu as dit, de la ville de Baie-Saint-Paul, dans la section loisirs ou dans la section culture. Puis, je suis allée moi-même, le site est à jour, alors il n'y a pas de problème. Les gens vont pouvoir mieux connaître les activités qui sont là, puis les horaires également. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Alors, on est en compagnie de Évelyne Tremblay, qui est administratrice au Vallon des éboulements. Et je pense que tu es une grande bénévole aussi. Je crois savoir que tu es présidente de l'Auberge des Balcons. Oui, c'est un autre organisme qui n'est pas dans le plein air, là, mais dont tu t'occupes. Et en plus, conseillère aux éboulements. oui, tout récemment. Là. Alors, écoute, tu es à la retraite aussi, donc tu y vas, comme on parlait avec Agnès, avec tes goûts. Donc, on va parler de plein air avec toi. Tu es une personne qui aime faire de la randonnée et tout ça. Écoute, dis-moi, Évelyne, vous avez au Vallon des sentiers de raquettes, de ski de fond et tout ça. Souvent, les gens vont aller en raquette dans les sentiers de ski de fond et tout. Là. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est multi? C'est l'un ou l'autre, là, les sentiers, OK. c'est pas multi-service. C'est plutôt d'un côté le ski de fond et d'un autre secteur, c'est la raquette. Là. Parce que sinon, ça défait les pistes. Daniel, ça doit être la même chose. On n'a pas de ski de fond comme tel, donc c'est vrai que le ski de fond, là, c'est vraiment deux pistes tracées. Fait que, tu sais, c'est difficile là, de concilier différents usages. Mieux de ne pas aller en raquette. Mais des fois, hein, on pense que... Oui, bon, c'est bon. Alors, ben justement, tu vas nous parler des sentiers qu'on peut faire au Vallon des éboulements. Je crois que tu nous as apporté une carte. Oui. Je peux très bien t'expliquer un petit peu les vallons. En fait, ici, de ce côté-ci, c'est le réseau de ski de fond. En fait, on va se situer... nous situer Bon, le village. on a la route 362 ici, OK? Et le rang Sainte-Catherine qui va vers Saint-Hilarion ici, là, plus haut, la 138. Bon. Alors, à 1 km du village ici, il y a le départ pour le ski de fond. OK? Ça, c'est les sentiers de ski de fond. On a 14 km. Maintenant, il y a un refuge, à l'accueil, il y a un refuge à mi-parcours ici et à l'autre bout. Mais c'est pas un refuge où on peut coucher, par exemple. Non, c'est pas pour l'hébergement, c'est pour la pause. OK. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça existe depuis plus de 40 ans, le ski de fond aux éboulements. Mais le réseau de raquettes, c'est nouveau de l'année passée. Alors, c'est les sentiers ici à droite. Il y a un départ au village, à la patinoire, mais le principal départ, c'est ici au point A, là, en fait, à 3 km du village. De la 362. De la 362. Alors, on peut aller dans plusieurs directions, même ici. Alors, ce qui est le fun dans nos sentiers, c'est qu'on a 4 sommets. C'est vraiment de la raquette en montagne, OK? Tous nos sentiers ont des dénivelés, ils ont tous des points de vue.
Donc, ici, c'est la croix, le nom du sentier, c'est la Saracénie, le cap. Enfin, toutes les informations se retrouvent aussi sur notre site web, là, mais enfin, c'est ça, c'est des sentiers qui ont... Des difficultés différentes, il y a probablement toujours une bonne dénivelée là, de OK. maximum 250 mètres, OK. puis qui se font la plupart dans une demi-journée, là, 2 heures, 2 heures et demie. Puis là, vous avez combien... Excuse-moi, Agnès, Je vas-y. disais, l'effort vaut toujours la peine. Moi, je l'ai fait tous les sentiers, là, puis c'est vraiment très, très beau. Oui. Oui, oui. Ah, les points de vue Ah sont oui, très vraiment. beaux. Ce qui est le Ben fun oui, aussi, vous c'est dites, d'avoir ça à proximité des villages. Là, Oui. tu sais, c'est vraiment en plein milieu de Charlevoix. Là, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez 31 kilomètres, si j'ai bien lu, de sentiers. En fait, il y a 9 sentiers OK. qui vont varier entre 5 et 8 kilomètres, puis 4 sommets. Bon, ben c'est intéressant. Et on peut mentionner aussi qu'il y a à Saint-Hilarion, il y a l'Amicale. Oui, là, on est en ski de fond. Ski de fond. L'Amicale, ensuite des sources joyeuses pour le ski de fond c'est aussi. vrai. C'est Saint-Irénée, limite la Malbaie. Oui, les sources joyeuses, tu peux faire de la raquette aussi. Oui. Et puis, il y a Sentier des Caps aussi. Sentier des Caps, où est-ce rivière. que tu fais du ski de fond et de la raquette. Oui, puis il y a la traversée de Charlevoix aussi, là, qui a quand même... La traversée de 105 Charlevoix kilomètres. l'hiver, c'est en ski de randonnée. ski de randonnée. 100 c'est km. ça. Il y a C'est de aussi- la longue randonnée. C'est ça. Il y a Avec ski de hébergement randonnée. dans les chalets rustiques. Ils ont des refuges et tout. Et puis à l'île aux Coudres, ben, c'est sûr qu'on fait le tour de l'île, là, mais il y a un 8,7 km aussi qui m'a été mentionné. Donc, c'est intéressant parce que dans tous les villages, si vous voulez faire du ski de fond, Ben, la il y a le Mont raquette. Grand Fond aussi, Oui, le Mont Grand Fond pour le ski de fond. aussi. Bien, justement, on va parler avec Daniel Groslot qui va nous expliquer ce qu'il y en est. Bien, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Evelyne. On ira sûrement vous visiter. Ça fait plaisir. Alors, M. Groslot, justement, vous êtes le directeur des 2 parcs dans Charlevoix, donc les Grands Jardins et les Hautes-Gorges. C'est bien ça. Bon, est-ce que c'est beaucoup de travail être directeur de 2 grands parcs comme celui-là? Ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, j'ai fait plusieurs établissements. J'ai été à Fjord du Saguenay. J'ai fait un petit bout de temps aussi dans la région de Montréal, aux îles de Boucherville, Mont-Saint-Bruno. Fait que je me suis promené un peu. Mais faut aimer ça. Faut aimer ça beaucoup. Je pense que c'est des passionnés, mais c'est beaucoup de travail. Disons que les 2 dernières années, on a eu beaucoup d'achalandage. Ouais. C'est près de 50 d'augmentation, juste pour vous dire, dans les 2 dernières années. Fait que c'est difficile sur des équipes aussi. Hein. On a beau essayer de les soutenir, là, c'est quand même... disons que le plein air, l'extérieur, aller à l'extérieur, ça a été très à la mode. Hein. Ça a été très tendance. On avait tous besoin de sortir. Qui est déjà allé dans les parcs ici? Oui, hein, j'imagine que il n'y a pas personne qui n'est pas déjà allé. Mais vous avez quelles activités à faire dans vos parcs, Daniel? Bien, je vais y aller par parc comme ça. Ben, il y a des activités qui sont similaires, bien entendu, mais peut-être la petite nuance tout de suite en partant par rapport au ski, puis c'est important ce que ma collègue disait. Mais on n'a pas de ski de fond. On n'a pas de ski, dans le fond, de sentiers tracés. Fait que, des gens qui se présenteraient au parc avec des petits skis de fond qui sont habituellement voués à des sentiers tracés, je vous le dis, ils n'auront peut-être pas de plaisir. C'est plus ce qu'on appelle du ski nordique, du ski de randonnée. Donc, souvent dans des sentiers qui sont balisés, mais pas tracés. Des fois, on peut se trouver s'il y a eu 15 cm pendant la nuit, c'est nous qui allons ouvrir. Fait que souvent, c'est des skis qui sont un petit peu plus larges avec des cordes. Donc, tous les gens qui pratiquent ce type d'activité-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme le ski pas de patin? Non, on est vraiment ailleurs. On est vraiment plus en exploration, peut-être plus un ski, je dirais peut-être un peu plus aventurier, donc un peu plus d'arrière-pays, mais quand même accessible parce que les sentiers sont bien balisés, sont bien indiqués. On n'est pas tout le temps en train de penser je suis perdu toutes les minutes. Mais donc, c'était
c'est peut-être la petite nuance. Puis ça, à Grand Jardin, on a quand même, dans tout le secteur des plateaux, on est à près de 700 mètres d'altitude. Il y a vraiment des beaux secteurs là, pour pratiquer ce type d'activité-là. Alors, Daniel, il y a aussi le mont du lac des Cygnes. Est-ce qu'on peut faire du ski de fond au mont du lac des Cygnes? Non, c'est pas un endroit pour faire du ski de fond. On est vraiment plus raquettes et crampons. Notamment le sentier du mont du lac des Cygnes puis la Chouenne, ce sont deux sentiers qui sont très, très utilisés l'hiver. Les stationnements se remplissent assez souvent. Fait que c'est, tu sais, même, à moins qu'il y ait une bonne bordée de neige, là, les gens vont plus faire ça en crampons. Puis après ça, on peut faire aussi le Pee-Wee, qui est comme le grand tour, si on veut, 11 km. Là. Ça aussi, les gens vont faire en crampons, raquettes, dépendant des conditions. Puis ça vaut la peine d'aller regarder les conditions de neige sur le site Internet là, du parc avant d'arriver au parc. Comme ça, vous allez avoir une petite idée des équipements. Là, puis on est 450 mètres de dénivelé. Oui, c'est ça. C'est important de le savoir. Au sommet, on est à près de 900 mètres. C'est pas la même température que sur le bord du fleuve. Ça, il faut que les gens le considèrent avant de partir. Puis ça peut être des endroits qui sont extrêmement venteux aussi, certaines journées. Donc, ça prend. Il faut bien se préparer. C'est ça. Mais comme a dit Agnès tantôt, la récompense est en haut. Hein? Tout à fait. En haut, et c'est magnifique. Là. C'est magnifique. Dites-vous que les journées les plus froides sont souvent les plus claires. Puis c'est là qu'on voit le plus loin, fait que ça vaut la peine de monter, même quand il fait un moins 25. C'est ça. Et vous avez aussi la location de vélos, de fat bike? Plus du côté d'Haute-Gorge, on a de la location d'équipement en fait dans les deux parcs. Ça aussi, vous pouvez voir, là, souvent crampons, raquettes. Puis notamment au Haute-Gorge de la rivière Malbaie, on a des sentiers de fat bike. Sur la rivière Malbaie et sur la piste multifonctionnelle qui longe la rivière Malbaie, ça fait environ 15 km. Dans un endroit assez unique, je vous dirais. Là, c'est assez incroyable. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, là, la vallée au-delà du Draveur, si on veut, là, les 7 km en s'en allant vers le secteur de l'Équerre, c'est vraiment des coups. Ça vaut la peine. En terminant, Daniel, l'horaire, qu'est-ce que c'est durant la période des fêtes? En fait, les deux accueils vont être fermés le 25 décembre, donner un petit congé à nos employés qui en ont beaucoup besoin. Puis du côté des Grands Jardins, le 1er janvier aussi, c'est fermé, mais du côté des Hautes-Gorges, on va être ouvert. Donc, les accueils sont ouverts de 9h à 16h. Il y a quand même des endroits qui sont ouverts, des zones de toilettes qui sont ouvertes 24 heures, 7 jours par semaine. Fait que si des fois les gens, en cas d'urgence aussi, là, ils peuvent se retrouver dans ces endroits-là. Donc, puis les locations d'équipements sur les mêmes horaires que ça. Puis on va sur votre site Internet, bien sûr, C'est si on la va avoir meilleure plus façon. d'informations. Bien, merci infiniment, Daniel. Puis on te souhaite des bonnes vacances, parce que tu as travaillé fort. Tu vas avoir des vacances? Vous êtes gentil. Pas beaucoup. Pas beaucoup. À partir du 30. Bon, ben c'est bon. Alors, on t'en souhaite plus tard. Alors, nous, on va aller à la pause et après la pause, on va échanger avec Élisabeth Paillard, journaliste à TVCO. Alors, Élisabeth Paillard, journaliste à TVCO. Qu'est-ce que ça fait un journaliste à TVCO? Ça fait de tout. De tout, surtout dans une petite équipe, hein? Absolument. Bien, on essaie de faire un bulletin d'actualité pour tous les gens de Charlevoix-Ouest, un bulletin qui reflète l'actualité, puis on aime rencontrer les gens aussi sur le terrain. Ah ben c'est bien. Dis-moi, Élisabeth, vous avez, durant la période des fêtes, prévu, dans le fond, de diffuser certaines émissions intéressantes pour les gens. Dont 5 concerts? Oui, absolument. Donc, ça va être une programmation assez chargée, je vous dirais. Cette année, on n'a pas lésiné. On a tous travaillé très, très fort. Je vous les présente. Il va y avoir l'option musique du Centre Saint-Aubin. Donc, on a fait l'enregistrement de leur concert de Noël. Ensuite, il y aura chant classique à l'église de Baie-Saint-Paul, où vous allez pouvoir voir la soprano France Ménard, le baryton Marc-André Caron, accompagné de l'organiste René Gagnon, à ne pas manquer. Ensuite, vous allez avoir deux spectacles, 2 concerts de musique traditionnelle, rigodon, accordéon. Donc, on va avoir, pour les chansons à répondre, des invités spéciaux comme Caroline Desbiens.
Oh, Et, Étienne- Caroline Delille, Absolument. notre députée. Absolument. Et Étienne Bouchard, chanteur qu'on connaît tous. Oui. Et pour la musique traditionnelle, donc Rigodon de Charlevoix, nous avons Ulysse Desgagnés, accordéon, Bernard Bouchard au violon, Suzy Gagnon, qui est accordéoniste, qui a d'ailleurs travaillé pour le Cirque du Soleil. Et ensuite, nous avons Richard Foster et sa femme Joanne Thibault et à l'harmonica, Lucien Réon. Donc, très, très beau. Je poursuis ensuite avec la soirée festive, le party de TVCO, où nous avons eu la chanteuse Susanna Vega et le musicien Sébastien Rivard et le groupe et le chanteur David Letourneau. Puis tout ça animé par Noëlla Noël. Donc, ce sera très festif. Et il y aura également sur nos ondes l'émission qu'on tourne finalement le 20 décembre. Aujourd'hui, ça se passe chez vous. C'est bien, les gens vont pouvoir revoir dans le fond toutes les activités et choisir. Exactement. Et ensuite, on aura les meilleurs moments du bulletin d'actualité, les meilleurs moments de l'année qu'on a tourné et qu'on a trouvé qui étaient percutants et qu'on devait remontrer finalement. C'est une rétrospective que vous faites des meilleurs moments? Exactement, Ok. des meilleurs moments Meilleures entrevues. d'actualité, mais également de ce qui s'est passé, de tournage qu'on a eu, par exemple, le symposium qu'il y a eu cet été, le 39e symposium. Et il y aura également les chorégraphies au dojo et chant de Noël des enfants du jardin d'enfants de Madame Diane Amiot. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Toujours très populaire avec Diane. Est-ce qu'elle fait un conte de Noël aussi? Donc là, ce sera vraiment chant de Noël avec les petits-enfants et les chorégraphies. Donc, c'est des enfants, mais des jeunes, donc je dirais peut-être entre 5 et 11 ans, là, qui ont préparé des chorégraphies qu'on a tournées à la C'est Noël. toujours très agréable de voir ça. Dites-moi, pour revoir les émissions, ceux qui n'ont pas, qui sont pas abonnés à Derry Télécom, vous n'avez pas accès nécessairement, ces gens-là n'ont pas accès au 706, dans le fond, dans la programmation des postes. Alors, à quel endroit est-ce qu'on peut voir les informations de TVCO? Sur notre site Internet, c'est le plus facile, tvcotv.com. Vous allez pouvoir nous suivre là, probablement la semaine qui suit. Toujours, on calcule toujours une semaine après la diffusion sur nos ondes. Et sinon, sur les Sur réseaux YouTube? sociaux, Oui. sur YouTube. YouTube aussi, ça peut être facile d'y aller. Si vous voulez revoir l'émission qu'on vient de tourner, alors ça va être la meilleure chose. Bien, je te remercie infiniment, Elisabeth. Et puis, je vous remercie tous d'avoir été là. C'est pas facile avec les masques, mais on est bon. On a réussi à passer à travers, puis on espère que les gens vont l'apprécier aussi. Moi, je voudrais, en terminant, remercier Maison Mère qui nous a permis de tourner l'émission dans la Procure et aujourd'hui dans le beau décor dans lequel nous sommes. Ensuite, je voudrais remercier aussi la MRC de Charlevoix qui contribue avec TVCO, bien sûr, à la production de cette émission-là. Et toute l'équipe, bravo, toute l'équipe qui est toujours présente et active et collaboratrice et qui porte aussi son masque. Alors, bien, merci beaucoup à vous tous. Et puis, vous, chers auditeurs, bien, je vous souhaite du repos durant les vacances, de profiter de toutes les activités qu'on vient de vous présenter, d'aller dans le plein air, de profiter, dans le fond, de recharger vos batteries aussi. Et pour la nouvelle année 2022, je nous souhaite la paix, l'amour et la santé. Portez-vous bien. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.